suis très heureuse, je m'appelle Fantine, je suis médecin généraliste et j'ai une chaîne YouTube, abonnez-vous, c'est vachement bien. Je suis accompagnée de brillants et illustres invités aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir et honneur d'animer cette table ronde auprès de Sohan. Bonjour Sohan, comment t'appelles-tu ? Bonjour. Je m'appelle Sohan, effectivement. Donc j'interviens ici dans ma qualité de naturopathe repentie. Donc j'ai une petite, légère connaissance, expertise sur le sujet des pseudomédecines et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui. Sébastien ? Moi, je suis le meilleur ami de Tricotine. Mais ça marche à chaque fois. Et donc, c'est la coproductrice de cette chaîne sur laquelle j'essaye chaque semaine de parler de droit. Bienvenue, Sébastien. Vous êtes ovationné. Et Clément ? Bonjour Clément, comment t'appelles-tu ? Bon. Bonjour, oui, moi je suis Clément et je suis membre du collectif L'Extracteur. Voilà. Donc, visiblement, il n'y a pas besoin de présenter le collectif L'Extracteur. Donc, nous nous retrouvons ici pour 1 heure autour de ce débat fantastique. Les dérives thérapeutiques, un business juteux. Alors, je me tourne d'abord vers toi, Sohan. Dérives thérapeutiques, toi, en tant qu'ex-naturopathe, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Alors, pour cette table ronde, on a choisi de comprendre ça de manière très large et d'évoquer les pseudomédecines. Vous me contredirez si... Voilà, donc on a choisi de parler pseudomédecine, même si c'est le terme de dérive thérapeutique qui a été choisi pour le titre. Et avant de rentrer dans des considérations de business juteux, on voulait commencer par apporter une nuance. Cette nuance, elle consiste à affirmer que les pseudomédecines, c'est avant tout un marché qui est très concurrentiel, dans lequel il est très difficile de se démarquer, et que force est de constater que les pseudomédecines ne sont pas un business juteux pour beaucoup de ces praticiens et praticiennes. Donc ça, c'était un des premiers points qu'on voulait aborder. Peut-être que vous voulez ajouter des précisions Oui, en fait, ça dépend ce qu'on met dans pseudomédecine et dérive thérapeutique. Ça nous semblait en effet un petit peu trop précis. On va parler plus généralement déjà un peu du bien-être et de tout ce qui est l'accompagnement, voilà, en dehors de la médecine scientifique. Il faut savoir que le domaine du bien-être, c'est un secteur économique extrêmement important. En France, par exemple, les derniers chiffres de l'INSEE, le domaine du bien-être, c'est quand même 300 000 entreprises et c'est 500 000 emplois. À titre de comparaison, le secteur de l'automobile, c'est 300 000 emplois. Oui. Donc ça emploie énormément de monde. Et quand on voit donc le nombre d'entreprises, le nombre d'emplois, on voit que c'est des toutes petites structures. Souvent, c'est des micro-entreprises, c'est des gens qui sont en fait seuls salariés de leur entreprise. D'un point de vue du marché, en France, alors déjà dans le monde, ça représente 4 000 milliards de dollars, le secteur du bien-être. Il y a une croissance exponentielle, enfin c'est 7% de croissance par an comme secteur, donc c'est très bien. Et en France, on est aux alentours de un peu moins de 40, on est à 37 milliards, ça pèse, le domaine du bien-être, ça pèse 37 milliards dans l'économie française par an. Pour la petite blague, ceux qui aiment dénoncer Big Pharma, l'industrie pharmaceutique, c'est 40 milliards. 37 milliards, 40 milliards, oui, on n'est pas si loin. Donc c'est quand même un secteur économique très important, mais comme tu le disais, Sohan, c'est très concurrentiel. On a peu de cas... Alors évidemment, il y a les cas emblématiques que vous connaissez, mais on a peu de cas de vraies figures ou de vraies structures qui sont devenues des multinationales du business de la dérive thérapeutique. On a surtout des individus, souvent armés de bonnes intentions au départ, qui essayent de tirer leur épingle du jeu d'un marché assez difficile pour eux, pour exercer ce qu'ils pensent être du soin et ce qui est souvent de la dérive thérapeutique. En parlant justement, parce que j'avais préparé une introduction que j'ai oublié de faire, donc je vais me rattraper ici, en rebondissant du coup sur ce que disait Clément, tu parlais du fait qu'il y avait au final surtout des micro-entreprises, en fait des espèces d'auto-entrepreneurs ou des micro-entreprises dans le secteur du bien-être. On en connaît certains qui ont essayé d'organiser tout ça pour gérer des plateformes de prise de rendez-vous en ligne, dont on ne citera pas forcément le nom, il ne le mérite peut-être pas. Le fun fact étant que j'ai été contactée il y a quelques semaines de cela
par une personne qui souhaite créer ce type de plateforme concurrent de celle que nous avions dénoncée tous ensemble, et qui m'a contactée pour me demander mon avis. Pour faire la même chose en fait, mais en mieux et surtout en plus légal, ce qui nous a donc beaucoup c'est génial, ce qui nous a donc beaucoup fait rire. Donc je sais pas, parce que du coup, alors Sébastien était déjà au courant, Sohan, peut-être une petite réaction à ça. Donc voilà, donc ils ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres qui veulent faire la même chose. Je pense que ces personnes n'avaient pas beaucoup regardé tes vidéos au préalable, je pense. Se sont et pourtant trompés de destinataire. Ah oui, d'accord. Ok. Ben, c'est mal barré si c'est géré comme ça l'entreprise. Donc justement sur ces gros groupes, là, les espèces de Doctolib des médecines douces, est-ce que vous pouvez en dire peut-être quelques mots, les Anglais? Ben, c'est révélateur de ce marché qui est très concurrentiel, dans lequel il est difficile de se démarquer. Donc on cherche absolument à gagner en visibilité. Donc c'est une des occupations principales d'une personne qui est actrice de ces milieux-là, des pseudomédecines, c'est chercher à être visible. Donc inévitablement, on va se retrouver avec une offre commerciale qui permettrait de gagner en visibilité. Oui, alors si on est sur les grosses structures, même si ça ne représente pas le gros du problème, il y a eu une enquête que je vous conseille toutes et tous, une enquête de Blast, média indépendant, sur une galaxie assez obscure qui est domiciliée en Suisse, de Larman, c'est le nom du fondateur, et c'est une galaxie qui produit des newsletters en santé alternative. Il y en a tout un tas, il en existe une dizaine. Ils ont énormément de visibilité, c'est plusieurs millions d'abonnés à ces newsletters. Ils font du dropshipping, de la vente forcée. Vous payez une fois, ils ont vos informations bancaires. Du coup, après, à chaque fois, vous cliquez sur un truc, ils vous vendent sans le vouloir. Enfin bref. Et ça, c'est pour le coup vraiment un empire. Ils sont localisés à Lausanne pour éviter les problèmes juridiques. Et en fait, il y a 240 salariés. C'est des millions, évidemment, de chiffres d'affaires. Et ils ont un très beau bâtiment qui s'appelle la Cité du marketing digital, où, en fait, c'est une usine à produire du contenu dangereux sur la santé. Et ça touche beaucoup de personnes en France. On ne peut rien faire parce qu'ils sont à l'étranger. Mais voilà, donc il y a quelques cas comme ça, cette enquête de Blast le montre très bien, il y a quelques cas comme ça où il y a un empire qui s'est construit, mais la plupart du temps, ça reste vraiment à échelle humaine. Alors, il y a ces structures, on parlait de Médoucine, etc., qui essayent de capitaliser là-dessus en donnant de la visibilité. Parce que c'est vrai qu'on est pour le cas de la naturopathie, face à des personnes qui ont besoin de se démarquer. Et malheureusement, il y a une forme un peu de course à l'armement. C'est-à-dire que si vous voulez vous démarquer, il va falloir faire des promesses un peu plus séduisantes que les autres. Et sans le vouloir, vous allez vous mettre à promettre la lune. Parce que si les autres promettent des choses tout à fait juste de la prévention, faites attention à votre santé, à votre alimentation, à votre sommeil, tout le monde fait ça. Alors que si vous promettez un peu plus, la guérison, le soin, vous allez avoir tendance à pouvoir attirer du monde séduit par cette promesse-là. Donc il faut voir aussi que l'organisation économique de ce milieu-là favorise malheureusement les dérives, parce que ça pousse les gens, même en partie inconsciemment, à aller vers du pire. Et peut-être pour ajouter une petite touche de l'intérieur, entre guillemets, on avait évoqué aussi le rapport à l'argent. On l'avait évoqué en préparant cette table ronde. Donc, le milieu des pseudomédecines, c'est un milieu très proche du milieu New Age. Et le rapport à l'argent est quand même assez particulier. Enfin, moi, j'ai été assez choquée de ce que j'ai pu y vivre et de ce que j'ai pu entendre à ce sujet-là. On m'a souvent présenté l'argent comme une sorte d'énergie qui circule. Et donc, il fallait accueillir cette énergie circulante. Moi, j'ai jamais été une personne très vénale, donc ça a été compliqué de faire mon trou dans ce milieu-là. Mais du coup, il y a quand même un rapport à l'argent particulier. Et tu évoquais aussi, Clément, il me semble, cet adage qui consiste à affirmer que seules les personnes qui payent veulent vraiment s'en sortir. Alors là, il y a un aspect un peu lacanien dans tout ça, pour ceux qui connaissent la psychanalyse, c'est que pour certains naturopathes, alors évidemment pas tous, mais dont une très célèbre, assez âgée pour ceux qui peuvent remettre, qui affirme en vidéo que elle ne prend pas de nouveaux clients, le terme est posé, elle ne prend pas de nouveaux clients, sauf ceux qui sont prêts à payer très cher. Parce que si vous n'êtes pas prêt à vous délester d'une grande partie de votre fortune, c'est que vous ne voulez pas vraiment guérir. C'est que vous n'avez pas vraiment envie de vous en sortir si vous n'êtes pas prêt à ce geste. Voilà. Donc oui, il y a ça,
mais il y a aussi beaucoup la gratuité, il y a aussi beaucoup le don libre. Je crois que c'est ce que tu l'avais pratiqué en tant que... Moi, j'étais en prix libre. Je le suis encore en tant que diététicienne. Ouais. Voilà, en prix libre. Donc, en fait, il y a un rapport à l'argent qui est particulier. Tu le disais, ça influe aussi dans des milieux plutôt à gauche, inspirés du New Age aussi, malheureusement. Et il y a ce rapport à l'argent qui peut paraître assez distant. Et il y a ce côté, on aide d'abord l'autre. Et il y a beaucoup de praticiens. Alors, je sors de la naturopathie, mais que ce soit le magnétisme, les rebouteux, les coupeurs de feu, ce que vous voulez, qui le font pas du tout pour l'argent. Il ne faut pas imaginer qu'ils le font pour gagner. Ils le font parce qu'ils sont pétris de bonnes intentions, qu'ils sont convaincus qu'ils ont un don, qu'ils ont aussi été renforcés par le fait qu'ils aient eu des retours positifs, qu'il y ait eu de l'autosuggestion, qu'il y ait eu tout un tas de choses, ça s'explique assez bien. Et ils sont convaincus d'avoir vraiment aidé des personnes. Et du coup, même si c'est déconnecté parfois de l'aspect financier, au bout d'un moment, il y a une telle place de ces personnes-là dans le quotidien des gens pour faire des choix décisifs, des choix anecdotiques, mais en tout cas il y a une telle place que l'emprise, la dérive n'est pas forcément que du côté du business. Voilà. Faut bien déconnecter. Souvent, on fait l'amalgame, je sais pas, naturopathie, médecine alternative, enfin pas médecine alternative, pratique de soins non conventionnels et dérive sectaire. C'est vraiment c'est le bout de la chaîne. Auparavant, on a des infractions beaucoup plus, Sébastien, tu pourras en parler, mais on a des infractions beaucoup plus classiques, on va dire, d'arnaque, de publicité mensongère, d'escroquerie, voilà. On a les aspects sanitaires de mise en danger d'autrui, de rupture avec l'environnement médical, de perte de chance, etc. Et peut-être que, mais dans de rares cas, on arrivera sur de la dérive sectaire où il y a vraiment de l'emprise mentale. Mais il ne faut pas imaginer que tous ces praticiens alternatifs sont des gourous. C'est pas du tout le cas. Non, clairement. Alors, tu décris une pratique qui serait dénuée d'intérêt financier, donc ça existe effectivement. À l'inverse, il existe des praticiens, des praticiennes qui cherchent à développer une activité très lucrative et ça va passer notamment à travers des formations et des ventes de produits de compléments alimentaires, ce genre de choses. Donc ça, on le retrouve très souvent. En naturopathie, par exemple, une formation d'une école affiliée à la Fédération française de naturopathie, c'est 12 000 € en moyenne. Et je discutais hier avec une vétérinaire de l'association Les Vétérinaires qui a attiré mon attention sur une formation pour devenir professionnel de la communication animale, donc ce qui consiste à faire de la télépathie, ni plus ni moins. Une petite formation à 6 000 €, formation certifiée Calliope, donc pour laquelle vous pouvez obtenir des subventions pour être formé. Donc ça, c'est quand même doublement problématique, indépendamment du prix de la formation. Le fait que de l'argent public puisse servir à financer de telles formations, c'est quand même un problème. Donc en fait, je vais me faire l'avocat du diable, mais toutes ces dérives-là, on les retrouve aussi en médecine conventionnelle. Il y a des formations, on parlait sur cette scène hier des Lyme doctors, les médecins qui guérissent des maladies de Lyme. Voilà. Donc en fait, tous les naturopathes et les magnétiseurs, c'est des gens pétris de bonnes intentions. Alors pourquoi on dit qu'ils sont si méchants ? Alors, si je peux me permettre, alors si on parle de dérive sectaire à proprement parler, il y en a évidemment dans tous les milieux. L'éducation, la politique, le milieu religieux, le sport, voilà. En fait, il y en a dans tous les milieux et souvent dans les milieux où on a une relation asymétrique entre une personne qui est dépositaire d'une forme d'autorité ou d'un savoir et d'autres personnes qui sont une forme de public. Et il y a des dérives dans tous ces milieux-là, y compris politiques ou autres. La particularité de ces pratiques de soins, c'est qu'en fait, on va mettre des personnes en état de fragilité parce qu'elles ont une pathologie, parce qu'elles ont une douleur, parce qu'elles ont un deuil, parce qu'elles ont quelque chose dans leur vie qui vient les fragiliser temporairement. Je ne dis pas que c'est des personnes fragiles au sens propre, c'est vraiment un état de fragilité. On vient les mettre face à des personnes qui sont en charge, en responsabilité de leur apporter du soin ou de la guérison. Donc là, il y a vraiment l'essence, il y a le carburant, tout ce que vous voulez, étincelle, tout est là pour favoriser la dérive, parce que c'est des personnes qui sont en quête de solutions, c'est des personnes qui sont en quête de réponses, que parfois la médecine scientifique ne leur fournit pas, et qui vont se retrouver face à d'autres qui sont certes armés de bonnes intentions, mais qui vont se retrouver dans une obligation d'apporter une réponse immédiate, même si elles n'ont pas reçu ça dans leur formation, même si leur formation est très lacunaire. Et elles vont se sentir obligées de le faire. Il y a une forme de situation qui va naître et qui va s'aggraver potentiellement. Et donc, c'est un terreau très, très fertile à ça. Voilà, si on regarde vraiment les rapports d'Amiviludes, des dérives, il y en a partout. Mais dans ce milieu-là, c'est surreprésenté parce que, il y a cette sauce-là, il y a tous ces ingrédients qui font que c'est très dangereux.
Alors tu parlais de la formation, du coup, c'est quoi la formation d'un praticien en médecine alternative ? Alors c'est très variable parce que ce n'est pas encadré. Donc tu peux trouver absolument tout et n'importe quoi. C'est vraiment au bon vouloir de l'institut de formation et de ce qu'il a envie de dispenser comme enseignement. Donc il n'y a pas de, contrairement à ce qu'on m'a dit en visio la semaine dernière, il n'y a pas de doctorat en naturopathie. On m'a vraiment dit ça. Hein. Pas en France. C'est dommage. Donc qu'est-ce que c'est en fait un naturopathe certifié, qualifié ? Comment ça se passe ? Alors actuellement en France, ce qu'il y a de plus sérieux entre guillemets en termes de formation, c'est de se former dans une école affiliée à la Fédération française de naturopathie qui dispose d'un socle commun d'enseignement qui est commun du coup à plusieurs écoles et qui dispose d'une journée de certification. Donc c'est une journée au cours de laquelle on va avoir un examen sous forme de QCM pour valider les connaissances qu'on aura acquises pendant l'année. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Après, n'importe qui peut se prétendre naturopathe, donc on n'est pas obligé de passer par ce parcours très coûteux. On peut tout à fait choisir une formule à 500 €, une formule à 32 €, non peut-être pas 32 €, mais je crois que le plus bas que j'ai vu, c'était dans les 60-70 € sur Groupon. Donc là, pour le coup, on est tout de suite sur des formations plus accessibles. Et d'ailleurs, je le précise, j'ai pu accéder à ces contenus de formation. En termes de contenu, c'est à peu près équivalent à une formation à 12 000 €. Donc, si vous voulez vous former, ne mettez pas 12 000 € dans une formation. Mais tu parlais des dérives au niveau de la médecine et de ce qui peut différencier des dérives en pseudomédecine. Moi, il y a une chose importante sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est que, par exemple, dans le milieu médical, les rapports avec les laboratoires, c'est quand même quelque chose d'assez encadré. Donc il y a quand même il y a une veille par rapport à ça, on veille au conflit d'intérêts. En naturopathie, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que dès la période de formation, tu es confronté à des contenus ici des laboratoires, et d'ailleurs c'est pas rare que des formateurs ou formatrices soient eux-mêmes représentants de laboratoires. Moi, ça fait 2 ans maintenant, je crois à peu près, que j'exerce plus. Je suis encore sollicitée par des laboratoires quasi quotidiennement, que ce soit par mail, par téléphone, par voie postale. On est extrêmement sollicité. On a l'équivalent des visiteurs médicaux, mais avec des laboratoires de produits naturels. Et on peut se voir offrir des produits très facilement. Et au-delà de ça, il y a aussi un système beaucoup plus... Il y a une collusion beaucoup plus importante dans le sens où on va pouvoir proposer des systèmes de commissionnement. Donc des praticiens naturopathes peuvent être commissionnés sur la prescription, entre guillemets, de produits naturels auprès d'un laboratoire. Donc on peut arrondir ses fins de mois comme ça. Et ça, c'est absolument pas encadré. Une autre chose, c'est que les laboratoires de compléments naturels proposent également souvent des formations qui sont complémentaires à la formation initiale. Donc, ils arrivent à s'ingérer dans la pratique des thérapeutes. Alors, je parle de la naturopathie, mais ça vaut pour tout un tas d'autres pratiques, hein, bien évidemment. À partir du moment où vous avez de près ou de loin des compléments alimentaires, les praticiens sont concernés. Et ça, je trouve ça extrêmement problématique. Et ça, dans le milieu médical, pour le coup, ça n'arrive pas. Ou en tout cas, ça arrive beaucoup moins. Alors, ça arrive tout pareil, sauf pour la commission, du coup, qui est parfaitement illégale et qui, théoriquement, n'est pas censée exister. Mais oui, mais les visiteurs médicaux existent tout autant dans le milieu médical. Et il y a aussi des professeurs à la fac qui sont au conseil d'administration principalement dans certaines professions médicales très proches de la cosmétologie, dont on ne donnera pas le nom. Donc je salue bien bas mes co-internes. J'avais encore une vision un peu idéalisée de la médecine, il semblerait. Non. Mais ça semble un point quand même qui peut permettre de faire percevoir à des personnes qui sont convaincues du caractère anti-système de ces pseudothérapies. Il y a un business derrière. Voilà. Les huiles essentielles, elles sortent pas de nulle part. Elles apparaissent pas dans la nature, on les cueille pas sur les arbres. Il y a des entreprises qui les fabriquent. Il y a des laboratoires derrière. Souvent, c'est des filiales de laboratoires qui font d'ailleurs des médocs tout à fait classiques. Et il y a cette vente. Tu le disais, il y a du commissionnement. Je vous raconte une autre petite anecdote. Un autre naturopathe célèbre que je ne citerai pas, lui a lancé une sorte de label, une labellisation de coach en naturopathie, et d'après certaines enquêtes journalistiques, ça fonctionnait sous la forme, vous savez, un petit peu comme les restaurants McDonald's qui doivent payer un loyer très cher à l'entreprise. En fait, pour pouvoir maintenir le label sur leur site, ils étaient obligés de reverser une commission
aux naturopathes qui les avaient formés. Donc là, c'est quand même fort. C'est-à-dire que vous payez la formation initiale, et ensuite, si vous voulez continuer à jouir de la prestance et de l'aura et du public que ça va vous ramener de la maison mère, vous êtes obligé de continuer à payer. Et ça, c'est très fort. Et sur l'aspect business juteux, je pense que là où vraiment il y a du business, c'est en effet sur la formation. Alors soit les naturopathes qui ont atteint une certaine influence et qui s'improvisent formateurs pour d'autres, soit carrément des écoles de naturopathie, des formations qui se prétendent ultra clean, ultra sérieuses. Voilà. On avait fait une petite enquête, vous pourrez retrouver ça sur notre site sur la naturopathie. Peut-on faire confiance aux naturopathes ? On s'était intéressé à ce qu'il y a dans le contenu de ces formations, à qui sont ces gens qui sont derrière tout ça, qui sont les enseignants qui vont professer aux futurs naturopathes. Et en fait, je ne veux pas vous spoiler la fin, mais c'est pas très réjouissant, et surtout c'est pas très sérieux. Voilà. C'est la garantie de rien du tout, ces formations, mais par contre ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Tu le disais, 12 000 € une formation. On est souvent face à un public, nous ce qu'on voit, c'est des gens qui ont la trentaine, souvent des femmes qui ont une carrière et qui sont en reconversion professionnelle, qui sont en quête de sens, qui en ont marre de leur job salarié ou autre, et qui ont envie de faire du bien aux autres, qui ont envie de se reconnecter à une forme de quête de sens, et qui vont parfois s'endetter, parfois faire des prêts pour payer cette formation. Et ensuite, essayer de s'installer naturopathe, ça s'accompagne parfois d'un retour à la terre. Et on quitte la grande ville et on va s'installer dans une région presque vers chez moi, la vallée de la Drôme ou l'Ardèche, si vous connaissez. Mais il y a plein d'autres coins en France où il y a ces petits îlots d'ésotérisme. Et on va s'installer là-bas, on va acheter une vieille maison, on va rénover ça et on va se lancer en naturopathie. Et en fait, là, les ennuis vont commencer à arriver parce que vous vous rendez compte que vous avez du mal à recruter des nouveaux clients, parce qu'il y en a plein en fait des naturopathes autour, et donc ce que j'expliquais tout à l'heure, ça va vous pousser à aller vers le pire. Mais voilà, la formation et du coup ce que ça engage derrière sur le fait de devoir finalement rentabiliser ce que vous avez investi à ce moment-là, ça fait partie du problème. Et finalement, ça profite à très peu de personnes en réalité. Du coup, ça profite aux personnes qui sont à la tête des organismes de formation, ça profite aux personnes qui sont à la tête des laboratoires de compléments divers et variés ou d'huiles essentielles. Ça profite pas. C'est un business juteux, mais pour une poignée de personnes finalement. Et donc ça fait un peu peur quand même ce que vous dites, mais alors du coup je me tourne vers Sébastien. Est-ce que c'est tout à fait très légal tout ça ? Alors moi, je suis qu'un pauvre juriste, avec une imagination au ras du code pénal et une empathie pour les victimes analogue à celle du journal officiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... je vous dis ça de façon drôle, parce qu'il faut m'excuser d'avoir cette analyse très technique, très très pratique, très très dépassionnée. On a parlé de dérive sectaire. Il faut savoir que la dérive sectaire n'est pas une infraction pénale. En tant que telle, la dérive sectaire n'est pas interdite par le droit pénal. Et une image que j'aime beaucoup prendre, c'est celle de la boîte à outils. Quand vous avez un problème à bricoler, eh bien, assez souvent dans votre boîte à outils, vous avez déjà les outils nécessaires, le marteau, le tournevis ou la paire de tenailles pour résoudre le problème. Sachant que quand vous choisissez un marteau, vous allez finir par voir tous les problèmes qui se posent à vous sous forme de clous. Alors ça, c'est une petite image pour vous expliquer ce que je veux dire. Certes, la dérive sectaire, on est là pour en parler, pour chercher à lutter contre. Ça n'est pas pour ça qu'il y ait une nouvelle infraction pour lutter contre la dérive sectaire. Pourquoi ? Parce que ça nécessiterait de faire une définition de ce que c'est qu'une secte, et le législateur français a essayé et a renoncé à trouver cette définition. Il n'a pas renoncé à la chercher, mais il a renoncé à la trouver, parce que, pour autant que je sache, d'après ma lecture justement du journal officiel débat sur les travaux, toute définition qui était proposée pour définir une secte définissait presque à chaque coup également la religion. Donc, vu que la liberté religieuse est quand même une de nos libertés fondamentales, eh bien, il y avait un problème évident. C'est pourquoi on a dans notre trousse à outils, on a déjà
un grand nombre d'outils suffisants, pour la plupart, pour lutter contre les infractions que certains peuvent commettre à l'occasion de ces dérives sectaires. Vous voyez le glissement de la dérive sectaire aux infractions commises à l'occasion de ces pratiques de dérive sectaire. On a tout d'abord les infractions liées aux divers exercices illégaux de la médecine, de la pharmacie. Il y a d'autres exercices illégaux de professions médicales et paramédicales, tu les connais d'ailleurs mieux que moi. Et puis il y a également, Et il y a également toutes les infractions qui sont plus propres au droit des affaires. Il y a la fraude fiscale, il y a les abus de biens sociaux, il va y avoir les escroqueries, il va y avoir les abus de confiance, il va y avoir toute la législation en matière de consommation. Alors, je taquinais tout à l'heure en disant que j'ai une empathie vis-à-vis des victimes égale à celle du journal officiel, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que... Désolé, je reprends ma phrase, excusez-moi, parce que mes problèmes de mémoire, je reprends ma phrase. Oui, tout à fait. La phrase précédente, c'était... Oui, bon, je vais reprendre ma démonstration. Excusez-moi, j'ai de graves problèmes de mémoire à cause d'un abus de morphine depuis 10 ans pour les raisons que vous connaissez. Peu importe. Donc, ce que je voulais dire, c'est que assez souvent, la victime, ça y est, ça me revient avec la victime, ne comprend pas pourquoi l'auteur de l'infraction dont elle a subi les méfaits ne va être puni, par exemple, que pour... fraude fiscale. N'oubliez jamais que Al Capone s'est retrouvé en tôle 130 ans pour fraude fiscale. Il a assassiné des dizaines de personnes, il a fait tout ce que l'on sait, il a conçu et construit largement la mafia. Il n'est allé en prison que pour fraude fiscale. Alors pourquoi? Les victimes le comprennent très mal, le vivent très mal. Pourquoi? Parce que tout simplement le droit... Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans une véritable démocratie. À chaque fois que je dis ça dans une vidéo, mes modérateurs, il y a le modo en chef qui au premier rang souffre énormément parce qu'il y a toujours des dizaines ou des centaines de commentaires qui viennent expliquer le contraire. Le fait que nous soyons dans un état de droit, eh bien, ça veut dire que le pire malandrin, je pense par exemple, je n'hésite pas à citer les noms puisqu'il n'y a pas de... je pense par exemple à Casas Novas, bien, lui aussi il a des droits. Il a des droits, il est présumé innocent et ce sont les parties poursuivantes qui vont rassembler les preuves de l'existence de la commission de son infraction. Et puis, il y a des infractions qu'il est plus facile à prouver que d'autres. Par exemple, la fraude fiscale. Et il est assez possible que M. Casas Novas tombe plus pour fraude fiscale que pour les choses qui ont beaucoup plus passionnelles vis-à-vis des victimes. Alors, il ne faut pas croire que c'est un échec de la justice. Au contraire, c'est une victoire de la justice et plus largement une victoire de notre démocratie. La seule chose qui a été intégrée dans le code pénal depuis 20 ans pour accroître les outils, pour accroître le nombre d'outils de la trousse à outils pour lutter contre les infractions que l'on peut commettre à l'occasion de ces dérives sectaires, c'est l'abus de faiblesse qui a été introduit à la suite des travaux de la commission Abou-Picard. Voilà. Dernière chose avant que je n'oublie, je sais que il y a d'une part les services de police, la justice qui sont à votre disposition, il y a également la Mivilude, merci, la Mivilude. Vous voyez jusqu'où va mon abus de morphine. Donc la Mivilude, dont on a craint qu'elle ne soit en train de perdre ses pouvoirs et de son importance. Apparemment, ce n'est pas le cas. Heureusement, mais on a eu peur. Et puis, n'oubliez pas qu'en local, il y a également des volontaires, des bénévoles qui agissent et qui sont peu nombreux. Je pense en particulier à l'association Infosecte Midi-Pyrénées, à laquelle vous pouvez vous adresser, non seulement parce que vous avez besoin d'aide, mais également parce que vous pouvez les aider. Je sais qu'ils sont peu nombreux et qu'ils auraient beaucoup besoin d'aide. Ça, c'est un petit message personnel que je lance et je pense que
la personne de la Mivilude sera, de l'association Infosec Midi-Pyrénées sera heureuse de répondre à vos questions. Elle est ici, je crois, qu'elle se manifeste. Je ne sais plus où elle est. Voilà, elle est là. Merci à elle. Je m'arrête ici parce que je fais partie de ces gens à qui, lorsqu'on donne la parole, on voit toujours le signe que l'on fait pour leur donner la parole, mais assez rarement celui qu'on leur fait pour la leur retirer. Ce qui est très bien, parce que je crois que vous vouliez un temps de questions assez long. Oui. Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Sébastien, qui est tout à fait vrai. C'est très frustrant de voir des figures de ces pseudothérapies tomber ou être mis en examen pour des choses qui peuvent paraître assez dérisoires vis-à-vis du mal qu'ils ont fait. Je vous conseille encore un article fait par d'autres journalistes, mais là c'est le Parisien, Florian Loisy, qui a fait une enquête très approfondie sur un naturopathe célèbre, Miguel Barthéléry, bras droit de la fameuse dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, il y a eu une enquête qui, semble-t-il, au regard de ce que ce journaliste montre, a été pour le coup, tout du moins, assez bâclée. C'est-à-dire qu'on a des enquêteurs qui sont pas toujours très bien formés au cas des dérives thérapeutiques et des dérives sectaires, et qui vont en fait prendre les infractions les plus faciles à instruire. Donc l'exercice illégal de la médecine, c'est finalement la plus simple dans la sphère de la santé, c'est la plus simple. En tout cas, c'est beaucoup plus simple que l'homicide involontaire, la mise en danger, voire pire. Mais cette enquête du Parisien révèle, par exemple, que y a la veuve d'une des victimes qui a porté plainte, et les enquêteurs, par exemple, ne sont pas allés saisir le carnet d'adresse de ce naturopathe pour savoir si, dans les autres clients, est-ce qu'il y avait d'autres victimes. Et le journaliste montre qu'en fait, il y en a peut-être des dizaines. Il en a contacté plusieurs, et oui, il y a des morts. Et ils n'ont jamais été contactés par les enquêteurs. Donc là, il y a quand même une question à se poser sur jusqu'à quel point est-ce qu'on va quand même prendre en considération la gravité de ce genre de cas, et jusqu'à quel point on ne va pas... on va aller au plus vite, et puisqu'il y a des infractions plus faciles sur l'aspect financier, hein, si vous connaissez, si vous avez déjà eu affaire aux impôts, vous savez qu'il n'y a pas de problème pour vous retrouver si vous avez oublié de payer quelque chose. C'est très facile de prouver que vous avez détourné un peu d'argent. Par contre, pour réussir à prouver que c'est la consultation de telle vidéo au tel moment de votre vie qui vous a produit un déclic, qui a fait que vous avez refusé de prendre une chimiothérapie, ou qui a fait que vous avez arrêté votre insuline et que vous vous êtes mis à jeûner, c'est très compliqué. Et en fait, la justice, elle a besoin de faits tangibles, et elle peut pas démontrer une emprise mentale à distance. On va pas pouvoir le faire, ça existe, je crois qu'il faut tous le constater, mais on va pas pouvoir l'établir. Puis il faut jamais oublier que le droit, c'est pas une opinion, c'est comme la science. Le droit, c'est une technique. Par exemple, une infraction pénale, eh bien, il y a des éléments constitutifs. Il y a un élément légal, un élément matériel, un élément moral, une absence de justificatif. Et si tous ces éléments ne sont pas réunis, ou tout au moins dont on n'arrive pas à recueillir les preuves, eh bien, l'infraction n'est pas constituée, et l'auteur des faits continue de bénéficier de la présomption d'innocence. C'est très choquant d'un point de vue moral. Mais la morale, c'est pas le droit. C'est une belle conclusion. Je voulais juste demander à Sohan une petite anecdote, mais je crois que quand tu étais naturopathe, tu recevais de la part de laboratoires justement qui produisent des compléments alimentaires, des huiles essentielles, des ordonnanciers. Alors oui, il y a des laboratoires qui proposent ce qui s'apparente à un ordonnancier pour un médecin. Donc effectivement, tu vas avoir un bloc-notes constitué de feuilles sur lesquelles sont indiqués tous les compléments alimentaires du laboratoire et pour lesquels tu as juste à cocher. Et bien évidemment, tu as ton numéro praticien en tête systématiquement pour pouvoir être éventuellement commissionné ou recevoir des avantages divers et variés. J'ai aussi été amenée à avoir en main des outils d'aide à la prescription, entre guillemets. Donc alors là, pour le coup, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de le faire, donc ils mettent pas le logo du laboratoire, mais ils les distribuent quand même assez largement. Donc du coup, quand on ne sait pas comment utiliser les compléments alimentaires, on nous fournit tout un attirail qui nous permet de trouver les situations adéquates dans lesquelles on va pouvoir refourguer ces trucs-là à l'aide d'un ordonnancier. Alors ça, c'est génial. Et petite astuce, si vous voulez vraiment aller plus loin dans l'empire financier, vous êtes naturopathe, vous prescrivez des trucs et c'est votre fille qui produit les huiles essentielles. Ça
Il y en a qui l'ont fait, c'est génial. Et surtout, il faut que sur la pseudo-ordonnance, il y ait bien... En fait, il ne faut pas se contenter de mettre l'huile essentielle de citron jaune, par exemple. Parce que ça, vous allez pouvoir la trouver partout, dans n'importe quel magasin bio. Il faut que ça soit un mélange. Mélange détox, floral, aroma, je ne sais quoi. Il y a un nom bien particulier, c'est genre une marque déposée. Et donc, vous allez pouvoir ne la trouver que dans le laboratoire affilié qui va vous ramener des commissions. Ça, c'est très malin. Avant de vous laisser la parole et d'avoir des questions, j'ai juste 2 choses à rajouter. Il y a un truc dont on n'a pas parlé dans les business juteux, c'est quand même les stages de jeunes. Alors là, si vous voulez vous faire de l'argent assez simplement, vous trouvez un gîte pas trop cher au fin fond de la Lozère, vous louez ça pour les 15 jours, vous faites une belle page web avec des tox jeunes, se recentrer, se retrouver soi-même, et vous n'hésitez pas à faire payer les stages de jeunes. Les moins chers, c'est aux alentours de 800 € la semaine, les plus chers, bon ben là, pour les stars, les célébrités, c'est des milliers d'euros, mais voilà, aux alentours de 800 € la semaine, vous avez 20 clients, et vous n'avez pas de nourriture à payer. Juste une petite infusion de temps en temps, mais ça coûte pas très cher. Alors pour vous, oui, vous allez avoir vos petits Twix et vos petits... voilà, évidemment. Vous encadrez. Vous n'êtes pas là pour jeûner, vous êtes déjà détoxifié, il n'y a pas besoin. Mais par contre, c'est génial, parce que les frais de bouche sont quand même assez limités. Et parfois même, il y a des stages de jeûne où il y a écrit « hébergement non compris ». Et là, du coup, qu'est-ce que vous payez? Expliquez-moi ce que vous payez. La séance de yoga matinale. Voilà. Oui, parce que les stages de jeunes, on a travaillé sur plusieurs. Il faut bien voir que c'est une porte d'entrée fabuleuse. Il n'y a pas de souci aux jeunes. Faites l'expérience si vous voulez. Si vous êtes en bonne santé, n'hésitez pas à essayer. C'est assez amusant de voir comment son corps réagit aux jeunes assez courts, si vous n'avez pas de problème, évidemment. Mais le stage de jeunes, c'est une porte d'entrée. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là vont être soumis, évidemment, à une privation de nourriture. Donc, vous êtes dans un état de fragilité quand même assez important. Et vous avez tout un tas de petites propositions. Ça va aller du yoga, en effet, au reiki, à la personne qui va vous vendre différentes techniques. Et vous êtes dans un état plutôt affaibli par la privation de nourriture. Et dans le rapport de la Miviludes, il y a un cas qui, moi, me marque assez, d'une personne malvoyante qui a fait un stage de jeûne prolongé chez, je crois que c'était chez Tal Chaleur, et qui, au bout d'une semaine ou 2 semaines de jeûne, s'est vu proposer un placement financier à haut risque. Et là, vous voyez jusqu'où va la perfidie de vous priver de nourriture pendant 15 jours et à la fin, allez, signe, ça va te rapporter gros. Et non, ça ne rapporte pas gros. Ça commence à devenir facile à prouver. Là. Voilà, là, ça... Et moi, je voudrais, avant vos questions, qu'on applaudisse Sohan, parce que le courage que ça demande de revenir sur ses croyances et sur sa pratique et d'assumer publiquement comme elle le fait, moi, je dis bravo. Merci. Alors juste deux petites nuances avant de vous passer le micro. Ne faites pas de jeûne sans boire. Juste, voilà. Si vous voulez jeûner, buvez de l'eau au moins. Et les ordonnanciers pré-remplis, ça existe aussi chez les médecins. Voilà. Des questions? Oui, bonjour. Alors, c'était pour accentuer ce que disait Sébastien. Pour réunir les preuves, il y a aussi la possibilité, pour la victime ou pour la famille ou des amis qui s'inquiètent de quelqu'un, de contacter un détective privé spécialisé dans les dérives sectaires. Il y en a très peu en France. Je pense notamment à l'agence J&D à Angoulême. Voilà, donc ça peut servir comme information. Et il y a le GEMPI, l'association Le GEMPI, qui propose aussi des formations pour comprendre comment fonctionnent les dérives sectaires et comment s'armer juridiquement. Donc pour ceux qui veulent se renseigner, il y a du contenu qui existe. Merci. Des filles. Bonjour. Alors moi, du coup, je suis bientôt orthophoniste. Et ma question, c'est comment on fait, nous, par rapport à nos patients qui s'intéressent de plus en plus à l'aromathérapie, à l'orthopédagogie, parce qu'elle en fait, elle permet de répondre à des manques d'orthophonistes qui existent, nous, sur le terrain et auxquels on ne peut pas répondre. Comment on fait pour les éloigner de ça? Puis même les lunettes, par exemple, Atoll pour la dyslexie, tout ça, c'est magnifique. Hein, voilà. Comment on fait pour les garder avec nous, avec une relation thérapeutique intéressante, mais en les éloignant quand même de ça, parce que ça ne soigne pas la dyslexie, en fait, les huiles essentielles, quoi. C'est très délicat. Je pense qu'il faut faire en sorte de ne pas rompre la relation thérapeutique
Et de toute façon, on ne peut pas faire autre chose que d'être à l'écoute des croyances de nos patients et de nos patientes. On peut saisir éventuellement certaines subtilités qui permettraient de rentrer dans la brèche et d'essayer d'affaiblir un peu la croyance, mais dans la réalité, c'est assez compliqué. J'ai pas de solution toute prête pour ça. J'y suis aussi confrontée dans ma pratique de diététicienne et je sais pas vraiment comment faire. Je suis désolée pour ce manque de réponse. Et je ne serais pas plus optimiste. Je pense que, en fait, on ne va pas pouvoir empêcher les gens de croire à ces choses-là. Par contre, on peut essayer de comprendre quels besoins ça vient remplir. Pourquoi les gens se tournent vers ça. On n'a pas tous une tendance naturelle à aimer ce genre de truc, mais ça vient combler un besoin qu'on a d'être écouté, d'être accompagné, d'avoir une relation vraiment approfondie avec son professionnel de santé, et ça malheureusement on va pas le régler à votre échelle individuelle et dans le cadre de votre cabinet. On va pouvoir le régler par des décisions collectives et par des orientations politiques, et tant qu'on fera ce qu'on fait avec l'hôpital, ce qu'on fait avec la médecine générale, tant qu'on ira dans un toujours plus, là maintenant on va réduire encore le temps des consultations par les médecins généralistes, tant qu'on ira toujours dans ce faire plus de chiffres et faire moins de relations avec le patient, on va forcément envoyer des gens vers ces choses-là, parce que ces choses-là, elles apportent la solution à ce besoin-là. Ce besoin d'être écouté, ce besoin de ne pas aller voir un médecin pour juste qu'il vous balance une ordonnance et c'est parti. Ce besoin d'avoir le temps d'expliquer vos problèmes, de parler de votre quotidien, de votre travail, de vos enfants, de ce qui se passe dans votre foyer. Et ça, toutes les études le montrent, ça soigne, enfin ça aide en tout cas à la guérison, ça apporte un mieux-être, ça diminue les douleurs, ça c'est très bien documenté. Et malheureusement, nos orientations politiques et nos choix de société font qu'on délaisse ça, et du coup ça se répercute vers le secteur privé et vers des escropates en tout genre qui font ça malheureusement plutôt bien, puisqu'on leur laisse, le soin de faire ça, et ça c'est un problème. Bonjour, moi j'avais une question pour Sohan. C'était quel était ton déclic pour changer, pour te repentir, parce que justement en fait j'avais à peu près la même question. Dans mon entourage, dans mes proches, partout, c'est l'homéopathie, la neuropathie, c'était quoi, la rebouteuse aussi. Enfin, c'est quand même des choses où en fait, on n'a pas trop la main pour dire c'est pas trop scientifique. Ouais. Mais ça marche, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Et en fait, on est un peu désarmé face à ces personnes. Et c'est vrai qu'il faudrait que l'État investisse. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Alors, à titre personnel, je ne parlerai pas vraiment de déclic, parce qu'il n'y a pas eu un instant T où il s'est passé quelque chose qui m'a fait basculer. C'est quelque chose qui s'est fait très progressivement. À savoir que quand je suis rentrée en formation, j'avais dans l'idée de ne pas adhérer à tout ce qu'on me proposerait. Et il s'est passé le contraire. C'est-à-dire que l'effet de groupe m'a plongé dans des croyances auxquelles je ne pensais pas adhérer précédemment. Et une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est d'être assez isolée dans ma pratique ensuite, en tant que naturopathe. Donc j'ai commencé à déconstruire certaines choses par moi-même petit à petit. Et j'ai été confrontée à pas mal de contenus de vulgarisation qui m'ont aidée à comprendre la démarche scientifique, la rigueur scientifique, l'expérimentation, ce genre de choses. Et à confronter ça, à mettre ça en pratique, dire voilà, si j'applique ça à ce que je pratique au quotidien, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Donc c'était à la fois un cheminement personnel, mais un cheminement accompagné par des personnes qui ignoraient avoir ce rôle-là dans ma vie. Mais ça s'est fait très progressivement. Il m'a fallu beaucoup de temps, parce que au-delà de la pratique de la naturopathie et de ce que ça impliquait pour moi, puisque c'était mon activité professionnelle, ma seule activité professionnelle, c'est aussi un regard qu'on porte sur la vie. C'est une façon de voir les relations, c'est une façon de voir les gens, c'est une façon de voir... je parlais du rapport à l'argent, donc ça nécessite de déconstruire tout ça, donc ça se fait nécessairement progressivement. Et je pense que j'ai eu la chance d'être entourée de personnes qui ont continué à relationner avec moi quand j'étais naturopathe, alors qu'elles n'étaient pas forcément en accord avec ce que je faisais, et ça, je pense que ça m'a aidé de pouvoir retrouver ces personnes une fois que j'ai été déconvertie. Je ne sais pas si ça répond... Oui ? Ok. Bonjour. Ah, allez-y.
Oui, je voulais réagir à retardement à cause de problème. À la question de tout à l'heure au sujet de que peut-on faire. Alors, j'ai pas de recette miracle non plus, mais en revanche, le juriste que je suis doit absolument vous dire que le droit, c'est comme l'amour. En amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. En droit, c'est pareil. Il n'y a pas de droit, il n'y a que des preuves de droit. Donc, si vous estimez, si vous soupçonnez, si vous craignez que l'un de vos proches soit en train de tomber entre les griffes d'un gourou, quelque chose comme ça, commencez par recueillir un maximum de preuves. Des photocopies, des copies d'écran, éventuellement des constats d'huissier. Il y a la possibilité d'ailleurs de faire des constats en ligne qui sont gratuits. Écrivez-moi, je vous donnerai l'adresse de ce site qui est un site non marchand. Donc, essayez de recueillir un maximum de preuves. Parce que je vous disais tout à l'heure que c'est vrai que c'est immoral de voir quelqu'un qui a commis des choses vraiment graves ne tomber que, par exemple, pour fraude fiscale, mais parce qu'on n'a pas la preuve. Donc, pensez là aussi au recueil de la preuve. Merci. Du coup, ma question, c'était un problème que j'ai identifié récemment et qui, à ma connaissance, n'est pas encore très vulgarisé dans les médecines alternatives basées sur les plantes comme la naturopathie, l'aromathérapie. C'est une amie qui est dans l'herboristerie qui m'en a parlé. C'est le fait qu'il y ait énormément de mise en danger de plusieurs espèces de plantes, ou alors que, par exemple, pour faire certaines huiles essentielles, ils fassent beaucoup de quantité de plantes pour avoir que quelques millilitres. Est-ce que, par exemple, par rapport à la loi, il y aurait moyen de légiférer pour que les gens aient moins de scrupules à cueillir partout et n'importe comment pour mettre en danger des espèces? Est-ce que c'est de scrupules? Est-ce que c'est aussi des problématiques que certains praticiens de médecine alternative, du coup plutôt de bonne foi, sont conscients, par exemple? Ça rappelle un peu dans la médecine chinoise les quelques substances les plus rares à trouver et qui posent des problèmes d'atteinte à la biodiversité. Je ne sais pas si c'est vraiment un angle sur lequel on va pouvoir aller, parce qu'il y a de toute façon chez ces praticiens et chez les clients de ces choses-là une forme de dissonance de toute façon. Et vous avez beau à certains leur expliquer l'aspect business, l'aspect commercial, la manière dont sont cultivées tout un tas de plantes, du moment que c'est bien vendu, que c'est bien marketé, qu'il y a un beau packaging, c'est difficile de faire prendre conscience à où sont cueillis je ne sais pas si on va y arriver là-dessus, mais ça peut être un angle qui est quand même intéressant. Alors pour tempérer un peu ce que tu dis, moi j'ai eu la chance d'avoir une enseignante en phytothérapie, donc j'ai suivi une formation complémentaire à celle en naturopathie, mais la première enseignante que j'ai eue était vraiment focalisée sur les essences locales en fait. Elle voulait vraiment et communes. Elle prêtait vraiment attention à ça. Donc j'ai été sensibilisée à ça dans le cadre de ma formation, mais je peux pas dire que ce soit représentatif de la pratique, parce qu'effectivement quand on fréquente n'importe quel magasin ou magasin bio ou n'importe quelle pharmacie ou parapharmacie, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des produits comme ceux que tu décris, du coup, qui sont problématiques et qui ont pignon sur rue et qui sont utilisés quotidiennement, quoi. Sur l'aspect de légifération, je ne pourrais pas te répondre, par contre. Il y a des ours, il y en a plein qui le ramassent partout et il n'y en a plus dans plein de forêts. Ouais. Après, là, et les ours, c'est bon aussi. Oui, merci. Et merci, M. Connevet. Je reviendrai aussi sur la question, si je peux me permettre, sur la question de la personne sur le comment faire. Voilà. Et au niveau juridique, justement, je donnerai juste un exemple concernant le droit du travail. Et c'est une situation à laquelle nous sommes quelquefois confrontés. Le droit du travail, les preuves, donc le travail dissimulé. Voilà, le travail dissimulé, et notamment dans le cadre de formation à la naturopathie ou autre, où des stagiaires peuvent bénéficier d'une réduction en faisant la promotion de l'organisation, promotion ou travailler sur leur site internet pour qu'ils aient le stage, le séminaire soit moins cher. Ça, c'est une chose. Travail dissimulé, c'est du travail dissimulé. Concernant le comment, si je peux me permettre, hein, voilà. Je ne suis pas juriste. Concernant le comment faire, il y a quelquefois, souvent même, des risques de prendre des situations trop personnelles, trop frontalement, dans la mesure où, à partir d'un certain moment, la situation devient... Enfin, il y a une telle pression
sur les familles, sur la situation, que les familles risquent, ou les organisations risquent de quitter le pays sous pression de l'État, quoi. Voilà. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, il y a une organisation sectaire avérée qui vit en communauté, et je n'ai pas dit publiquement que les communautés correspondaient à des mouvements sectaires, entendons-nous bien. Voilà. Mais il y a depuis des années une telle pression juridique sur cette organisation qui vit en autarcie, que ces jours-ci, ils ont décidé de quitter le pays. Donc c'est vrai qu'il y a un savoir-faire, si je peux me permettre, quoi. Mais la première des choses que nous avons envie de dire à une personne qui est dans un mouvement déviant, c'est notre quotidien, mais tu te rends compte, mais tu es dans une secte, tu vois même pas que tu te fais arnaquer, pardon l'expression, voilà. Donc, délicatesse pour annoncer, si je peux me permettre. Voilà, mais c'est souvent délicat. Merci. Alors, on va juste avoir le temps pour une... Oui, allez-y. On va juste avoir le temps pour une dernière question. Je suis restée très devant, donc je vais aller derrière un peu. Levez bien les mains. Il y a une main, il y a une main solitaire. On est disponible après, hein, vous n'hésitez pas. Bonjour, merci de vos interventions et merci aux équipes du REC. Question pour faire réagir le juriste. Je pense qu'il faudrait peut-être également parler de la rapidité d'action, entre guillemets, par rapport au délai de prescription. Au délai de prescription. Oui, il faut savoir, enfin, ça commence enfin depuis quelques mois à apparaître dans la presse, que la justice française est dans une mauvaise posture en raison de manque de financement, de manque surtout de personnel. Alors ceci dit, il n'y a pas tant d'infractions que ça qui ne sont pas jugées à cause de la prescription dans ce domaine-là, à l'exception du droit de la presse. Hein. Il y a une prescription pour protéger la liberté d'expression, une prescription abrégée de 3 mois en droit de la presse. En revanche, je ne connais pas vraiment beaucoup d'affaires qui ne sont pas poursuivies à cause de la prescription. En revanche, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure au sujet du manque de qualification du personnel policier et éventuellement des magistrats. Le droit et la délinquance sont devenus des choses de plus en plus complexes, et c'est pourquoi on a maintenant, par exemple, un parquet national financier qui doit poursuivre à peu près 97% d'affaires de droit commun et seulement 3% d'affaires politiques. Hein. Ça, c'est pour tacler les gens qui croient que c'est un organisme politique créé dans un but purement politique. Il est possible qu'il faudrait à l'avenir des services spécialisés au sein de la gendarmerie, au sein de la police, au sein du ministère de la Justice, qui soient spécialisés en lutte contre ces dérives sectaires. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, pardon. Ce que j'expliquais tout à l'heure pour l'hôpital et pour la médecine, première nouvelle, c'est la même chose pour la justice. Et en fait, si on a raison de se plaindre des délais et du fait que ça arrive trop tard et que les condamnations, c'est des années et des années après, mais en fait, ce que vivent les gens à l'hôpital, ce que vivent certains professeurs dans l'éducation, c'est la même chose pour les magistrats. Il manque de moyens, il manque de personnel, les greffiers sont pas là, sont pas remplacés. Pour instruire, ça prend... Donc, ça aussi, c'est des orientations politiques et on peut pas raccourcir les délais si on met pas plus de moyens aussi sur la justice. Voilà. Mesdames et messieurs, il nous reste 30 secondes. 10 secondes de mots de la fin chacun. Clément 10 secondes. Sohan J'ai des difficultés à savoir ce que je pourrais rajouter à tout ce qu'on a dit. Je pense qu'il faut garder en tête que effectivement les pseudomédecines, ça rapporte gros, mais pas à tout le monde. Et il faut savoir faire preuve de nuance dans les jugements qu'on peut avoir sur ces disciplines et sur leurs praticiens et praticiennes. Veillez sur vous et sur vos proches et essayez de faire diffuser le maximum les travaux du REC. Mesdames et messieurs, Sébastien Canévet de la chaîne YouTube Vous avez le droit, Sohan Tricoire de la chaîne YouTube éponyme et Clément Bastide de la chaîne YouTube L'Extracteur. Abonnez-vous à ces 3 chaînes. Merci beaucoup.